Samedi 11 janvier 2025, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Ce sont des vœux de santé, de paix et de prospérité que les femmes de Côte d'Ivoire souhaitent à la première dame de Côte d'Ivoire. C'était hier à la résidence présidentielle à Cocody à l'occasion d'une cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An. Dominique Ouattara félicite les femmes pour leur contribution au développement du pays. À Abidjan, la lagune ébriée est au cœur des préoccupations environnementales. Le Premier ministre Robert Mambé-Begré a effectué hier une visite de la lagune en compagnie du ministre de l'Environnement. Visite stratégique pour évaluer l'état de la pollution de cette lagune après les premières recommandations formulées en 2023. Et puis au Tchad, le retrait des forces armées françaises se poursuit avec la base militaire d'Abéché. La cérémonie de remise des clés est prévue cet après-midi. Après la rupture décidée par les autorités tchadiennes le 28 novembre dernier des accords de coopération, de défense et de sécurité, le départ des forces présentes sur le pays s'est très vite enclenché. Dominique Ouattara a reçu hier à la résidence présidentielle à Cocody Riviera Golf les vœux du Nouvel An des femmes de Côte d'Ivoire. La cérémonie a rassemblé des femmes issues de différents corps de métier, les bras chargés de présents. Occasion donc pour la première dame d'exprimer toute sa reconnaissance, félicitant ces femmes-là, ces braves femmes de Côte d'Ivoire pour leur contribution significative au développement du pays. Alexis Ouedraogo. À la résidence présidentielle ce vendredi, la première dame Dominique Ouattara reçoit les femmes de Côte d'Ivoire. Présidente d'institutions, ministre, épouse d'ambassadeurs, artistes, sportives, femmes de médias, elles sont venues présenter leurs bons vœux à l'épouse du chef de l'État. Je voudrais en premier lieu vous souhaiter, à vous personnellement et au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, ainsi qu'à l'ensemble du peuple ivoirien, une bonne et heureuse année 2025. Quelle chance de vivre à Abidjan. Ici, on dit avec affection que Abidjan est doux ou encore Babi est doux. Nous dirons pour notre part que la Côte d'Ivoire est douce. Tout cela, nous le devons à vous, Madame la Première Dame. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassine Batouré, salue l'engagement constant de Dominique Ouattara pour le bien-être des femmes et des enfants. À travers vos actions, vous avez montré au monde entier que la Côte d'Ivoire est une terre de solidarité, une terre où les femmes, unies et fortes, peuvent transformer des vies et bâtir un avenir meilleur. Nous vous en remercions infiniment. Vous avez redonné le sourire aux enfants et rallumer l'espoir dans les yeux de nos sœurs les plus démunies à travers le FAFSI, à travers l'école d'excellence, à travers l'hôpital mère-enfant, à travers le centre d'accueil des enfants en détresse de Soubré, à travers le centre de Ferké, bientôt à travers le centre d'Adiaké pour les femmes victimes de violences basées sur le genre. La première dame n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance envers les femmes pour leur contribution significative au développement de la Côte d'Ivoire. Votre engagement et votre leadership dans vos divers domaines d'activité méritent d'être salués. Vous êtes les piliers du développement de notre pays et des modèles inspirants pour les générations futures. Lutte contre le travail des enfants, fonds FAFSI, prise en charge des femmes victimes de violences. La première dame annonce d'heureuses perspectives pour 2025. L'année qui vient de s'achever a été marquée par des avancées significatives dans nos actions communes en faveur des femmes et des enfants. Grâce à votre soutien constant, la Fondation Children of Africa a pu poursuivre ses initiatives, notamment l'achèvement de projets tels que la nouvelle case des enfants au plateau, qui a réouvert ses portes depuis le mois de mars, et de la maison de Bingerville qui a été inaugurée en mai dernier. Notre engagement pour la santé et le bien-être de nos sœurs et de nos enfants à travers l'hôpital mère-enfant de Bingerville reste une priorité. En témoigne la récente intervention réussie pour séparer nos deux petites siamoises que j'ai eu le bonheur de voir lundi en parfaite santé. Toujours dans le secteur de la santé, nous poursuivons les travaux de construction de la nouvelle aile de cardiologie pédiatrique pour répondre à des besoins spécifiques
La cérémonie a pris fin sur des pas de danse bien enlevés. Je vous le disais en titre, la lagune est brillée. Le poumon écologique d'Abidjan est au cœur des préoccupations gouvernementales. Le Premier ministre a effectué hier donc à Abidjan une visite de cette lagune, une visite qui avait pour objet d'évaluer l'état de sa pollution après que des recommandations ont été formulées en 2023. Cette deuxième inspection met donc en lumière les défis persistants et l'urgence d'agir pour préserver ce patrimoine naturel essentiel. Les précisions de Jean-Luc Gbangbo. La lagune ébriée, trésor naturel d'Abidjan, est aujourd'hui menacée. Entre rejets industriels et domestiques, déchets plastiques, remblayage anarchique, végétation aquatique envahissante et odeurs nauséabondes, la pollution gagne du terrain. Pour évaluer l'impact des mesures initiées en 2023, le Premier ministre a visité plusieurs sites stratégiques des baies de Cocody et Koumassi au canal d'Anoumabo, en passant par les zones critiques d'Abobodomé et Béago à Yopougon. Nous avons identifié les points d'attache, les solutions qu'il faut apporter pour que la lagune soit le moins polluée possible. À tous ces points d'alerte, nous avons des réponses. Des études qui ont été déjà engagées et feront l'objet de synthèse pour que assez rapidement les solutions soient trouvées. Mais les meilleures solutions sont celles qui vont nous conduire à rendre à la lagune toute sa force, du point de vue des activités ludiques et du point de vue de la préservation de la biodiversité dans les domaines de la faune aquatique et de la flore aquatique. Des progrès ont été enregistrés, mais les défis demeurent nombreux. Parmi les points critiques identifiés, le non-respect des zones de remblayage, la prolifération des déchets plastiques. Nous comptons sur vous pour nous aider à sensibiliser aussi nos frères et sœurs. Parce que tout ce que vous avez vu sur la lagune, aux exutoires, tous les détritus qui tombent viennent des ménages. Ça vient des ménages. Donc il faut un peu de civisme et nous comptons sur vous pour que vous nous aidiez à amener nos frères et sœurs à être conscients que tout ce qu'on jette dans la rue se retrouve dans la lagune en cas de pluie. Ça ne nous arrange pas. Et c'est là la bataille que nous sommes venus mener et très rapidement nous allons prendre nos responsabilités. Des actions concrètes sont attendues dans les semaines à venir, notamment un renforcement des contrôles, la sensibilisation des populations et des sanctions contre les pollueurs. Une visite qui rappelle à tous que la lagune ébriée, joyau d'Abidjan, ne pourra survivre sans une mobilisation collective. Un reportage de Jean-Louis Gbangbo et Ulrich Adongon. Abidjan a abrité hier la conférence sur les infrastructures de qualité, un événement à l'initiative du ministère japonais de l'aménagement du territoire et l'association Japon-Afrique pour le développement des infrastructures. Il était question de partage d'expertise reconnu entre secteurs public et privé avec pour objectif de renforcer les investissements dans les infrastructures en Côte d'Ivoire. C'est le Premier ministre Robert Mambé-Begré qui a ouvert la conférence. Jean-Luc Gbangbo était encore sur place. Signe de l'engagement de la Côte d'Ivoire à développer des infrastructures durables et modernes, la conférence Côte d'Ivoire-Japon sur la qualité des infrastructures a été ouverte par le Premier ministre lui-même. À ses côtés, plusieurs membres du gouvernement pour souligner l'importance de ce partenariat stratégique pour la Côte d'Ivoire. Les efforts du gouvernement soutenus par les différents concours des partenaires techniques et financiers, à l'instar du Japon à travers la JICA, ont conduit à des résultats remarquables qui ont permis de repositionner la Côte d'Ivoire parmi les pays ayant les plus forts taux de croissance du PIB en Afrique et dans le monde. Si la Côte d'Ivoire compte sur l'expertise japonaise pour enrichir ses projets, pour le Japon, cette conférence est une occasion de partager son expérience et de renforcer les liens économiques avec la Côte d'Ivoire. Notre pays a aussi connu de nombreuses difficultés, telles que des dommages causés par la guerre et des catastrophes naturelles. Mais à chaque fois, la population s'est mobilisée ensemble pour surmonter la crise et parvenir à la reconstruction.
Il existe plusieurs problèmes à résoudre, notamment la congestion des routes, le manque absolu d'infrastructures pour la vie quotidienne et le manque d'infrastructures pour la distribution, la logistique. Nous sommes convaincus que grâce au transfert de technologies, nous développerons les ressources humaines locales et contribuerons au développement durable de votre pays, à l'amélioration de la qualité de vie de votre peuple, et que cela créera un cercle vertueux. Une détermination japonaise à soutenir les projets d'infrastructure en Côte d'Ivoire et à faciliter des investissements bilatéraux, de quoi renforcer les bases d'une coopération durable. Nous aspirons à aller encore plus loin, notamment dans le domaine des infrastructures. C'est la raison pour laquelle nous appelons les partenaires techniques et financiers, y compris ceux venant du très beau pays qu'est le Japon, ainsi que le secteur privé national et international, à jouer un rôle accru dans le financement et la réalisation de notre portefeuille de projets qui sera présenté dans le cadre de votre rencontre. Le Premier ministre a souhaité que cette rencontre soit l'occasion de discuter de l'alignement du portefeuille de projets du gouvernement avec les objectifs des entreprises japonaises présentes en vue d'élaborer une feuille de route concrète, laquelle permettra d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la réalisation d'une vision d'une économie plus solidaire. À partir du 25 février, la Côte d'Ivoire accueillera un autre événement d'envergure. C'est l'Industrie Tour, une caravane qui va sillonner plusieurs communes pour tenter de lutter contre l'importation des produits contrefaits et promouvoir la consommation de produits locaux. Abou Sanogo et Nikeziao nous en disent déjà un mot. En Côte d'Ivoire, 80% des produits importés dédiés à la consommation, tout secteur confondu, sont contrefaits. Pour lutter contre le phénomène de contrefaçon grandissant, une caravane dénommée Industrie Tour est initiée. Le but, c'est que les consommateurs puissent connaître les meilleurs produits et puissent consommer ces produits-là afin de contribuer efficacement au développement de notre pays. Il y aura des panels où des spécialistes vont venir plancher sur la question, vont proposer des solutions, tout cela pour contribuer à réduire les effets néfastes de la contrefaçon. L'industrie constitue un maillon dans l'économie ivoirienne. Le projet de la caravane Industrie Tour entend promouvoir la consommation locale des produits fabriqués par des industries ivoiriennes. Il est demandé aux industriels de nous accompagner dans cette volonté de promotion des produits qu'ils fabriquent, dans cette volonté aussi d'accompagner les actions qui visent à accroître le niveau de consommation des produits locaux. Garantir la confiance entre les industries et leur population. Cette caravane, prévue du 25 février au 20 mars prochain, dans la commune du district autonome d'Abidjan, sera meublée de panels, d'expositions, showtime, street et marketing. Le handball, où le conseil régional vient de se réunir dans le cadre de la 4e session ordinaire du conseil. Lors de ces travaux, il était question de faire le bilan des activités de l'équipe du conseil régional. Et pour son président, Khalil Konaté, le développement est en marche dans la région, avec notamment ces nombreux collèges de proximité construits et la dotation en ambulance de la quasi-totalité des centres de santé de la région du handball. Charles Tatou, RTI Boaké. 4e session ordinaire du conseil régional du handball, présidée par le ministre Konaté Khalil. Président du dit conseil, les travaux ouverts au grand public ont entraîné les leaders de différentes couches sociales et les chefs traditionnels, sans oublier le corps préfectoral de la région. Une rencontre marquée par le bilan des activités de l'équipe du conseil régional. Il ressort de ces travaux qu'en 2018, 20 collèges de proximité ont pu être réalisés, rapprochant ainsi les établissements secondaires des élèves des 19 sous-préfectures de la région. L'ensemble des sous-préfectures de notre région disposent d'un collège de proximité.
de sorte à ce que, ayant traité pour ce qui concerne les collectivités déconcentrées que sont les sous-préfectures, nous dotons les gros villages ayant un bassin d'écoles assez important de collèges de proximité. Pour la période 2022-2024, révèle le président du conseil régional, 3 milliards 466 millions de francs CFA ont été effectués en termes d'investissement, dont 2 milliards 596 millions pour les projets complètement achevés. Aujourd'hui, les 19 sous-préfectures de notre région ont une ambulance. Les 3 départements, les hôpitaux généraux ont 2-3 ambulances. C'est factuel. C'est vérifiable. L'autre vision du conseil régional du handball reste la dotation des centres de santé ruraux en forage et en réseau de distribution d'eau. Mbayakro, c'est dans la région de l'Ifou. Cette ville rêve de devenir une ville donc moderne avec tout ce qu'elle comporte et elle s'en donne les moyens. Le conseil municipal entend commencer par se doter d'un document stratégique, document qui sera élaboré par le BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement. Nos reporters Gervais Kwasi et Kader Sogodogo étaient présents à la cérémonie de lancement des travaux. Mbayakro veut se donner le visage à des villes qui épousent l'air du temps. Cette commune de la région du Ifou entend insuffler une dynamique dans les secteurs qui concourent au bien-être des populations. Centres de santé, écoles, routes, électricité, hydraulique, projets générateurs de revenus au profit des jeunes et des femmes. Bref, aucun secteur ne sera épargné dans cette vision de l'équipe municipale. Pour mener à bien cette mission, le Bureau national d'études techniques et du développement BNET a été sollicité pour la conception du plan stratégique de développement qui servira de boussole d'exécution des différents projets. Ce document qui sera issu de ce projet de planification sera l'outil de travail indispensable de la bonne gestion du territoire communal à travers la mise en œuvre de programmes et projets spécifiques répondant à vos aspirations et besoins prioritaires afin d'apporter des solutions durables à vos sollicitations en termes d'équipement de base et de cadre de vie. La commune de Mbayakro nous tient à cœur et nous avons fait mains et pieds malgré les nombreuses sollicitations. Le représentant de l'exécutif à Mbayakro s'associe aux populations pour marquer son approbation sur cette vision municipale. Mes félicitations à M. le maire et à tous les autres membres du conseil municipal pour cette heureuse initiative. Le plan stratégique de développement de Mbayakro, avec pour maître d'œuvre le BNET, est conçu pour 15 années. Au chapitre éducation nationale de ce 13h, on va tout d'abord évoquer le PENAPAS, ce programme d'appui aux premiers apprentissages scolaires. Il vise à réformer et à redynamiser le système éducatif ivoirien à travers l'amélioration de la qualité de l'enseignement et le renforcement des compétences des élèves de Côte d'Ivoire. Le PENAPAS, c'est une recommandation des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Sephora Zegui nous en dit plus. Yamoussoukro, chef-lieu de la région du Bélier, l'école primaire publique Kokrenou 3 vit une révolution pédagogique. Depuis cette année, le programme national d'appui aux premiers apprentissages scolaires PENAPAS transforme l'approche de l'enseignement, tant pour les élèves que pour les enseignants. 105, 110, 115, 115. Le but ultime, renforcer les compétences pédagogiques des enseignants. Dans l'ancienne méthode, il n'y avait pas de routine, alors que dans la nouvelle méthode, on doit faire... Bon, la routine, c'est la lecture des nombres sur la droite numérique. Ici, la routine permet à l'enfant de mémoriser les nombres. Puisqu'au CP2, on doit étudier les nombres de 0 à 1000. Voilà, donc chaque semaine, il y a un certain nombre qu'on étudie. Donc cette semaine, c'est des nombres de 0 à 200. Avant chaque leçon de mathématiques, chaque leçon de lecture, il y a une routine à faire. Les 3 mois de cours qu'on a fait, je pense que la nouvelle méthode-là, elle est efficace. Les élèves, eux aussi, bénéficient de cette transition vers une pédagogie plus moderne. Des supports ont été introduits dans les classes, permettant aux enfants d'apprendre en s'amusant. Mes parents nous enseignent, ça me plaît bien. J'aime venir à l'école parce que la maîtresse est gentille. Elle travaille bien avec nous, elle nous apprend des mots, les nombres, elle joue avec nous, elle nous donne aussi des cadeaux. Avec les manuels,
on voit que tout devient facile. Parce qu'il suffit, quand tu arrives à l'étape où on doit utiliser les manuels, tu ne fais que leur dire, prenez vos manuels, temps décodables ou déchiffrables à telle page. Et puis, les élèves, où tu les aides, comme c'est les plus petits, on les aide à ouvrir à la page indiquée. Et puis, on applique. Quand tu leur dis de prendre leurs livres, ils sont heureux de voir les dessins, les images. À la maison, il n'y a pas quelqu'un pour leur dire tel ou tel, ça veut dire comme cela. L'apprentissage par l'amusement est-il important dans ce nouveau dispositif? Dans la mise en œuvre du PENAPAS, on a différents moments didactiques. Il y a une première phase qui se passe en classe. C'est la phase d'installation, c'est la phase d'acquisition. Il y a certains qui ont compris, d'autres n'ont pas compris. Donc le maître, l'activité peut se faire en classe, ou bien ça, on peut faire au dehors. On sort dans la cour de l'école pour aller continuer les apprentissages en jouant. Des activités ludiques. Ça permet de mieux fixer la notion que l'élève a vue en classe. Donc ce n'est pas du jeu pour faire du jeu, mais c'est du jeu pour apprendre. Le PENAPAS inclut aussi une formation continue pour les enseignants afin qu'ils puissent maîtriser les nouvelles approches pédagogiques. Dans le mois d'août, les 40 000 enseignants du préscolaire, du pré-primaire et des cours préparatoires ont reçu une formation en ce sens. Le PENAPAS met également l'accent sur l'interaction et la coopération entre élèves. C'est la synthèse de IFADEM, le PEC, tous les projets qu'il y avait pour faire avancer les enfants dans le cadre de l'amélioration de l'écriture, la lecture et des mathématiques. Les enfants sont encouragés à travailler en groupe, à échanger et à développer des compétences sociales dès les premières années d'école. C'est le travail de groupe, où on travaille individuel et puis après on se met ensemble. Tu vois, les enfants là, ils se bousculent, ils disent c'est pas comme ça, c'est moi j'ai trouvé, moi j'ai pas trouvé. Vraiment, ça me plaît parce qu'on sait que l'autre connaît, et puis il aide son ami même qui n'a pas pu faire là. Il faut compter, il faut passer par là, faire ça vraiment. En mathématiques là, ils discutent ensemble, c'est intéressant, on voit celui qui a raison, qui n'a pas raison. En 2019, le PASEC, le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène, a révélé le faible niveau des écoliers ivoiriens en mathématiques, en lecture et en écriture. Pour le gouvernement ivoirien, il fallait donc réagir. Le mandat de notre pays à la tête de la Confémène sera marqué par l'évaluation internationale du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène, PASEC, à laquelle notre pays prendra part en 2025 après les éditions 2014 et 2019. L'un de nos proches défis est celui du PASEC 2024, où les performances attendues de nos élèves doivent être à la hauteur des résultats escomptés. Le PENAPAS, un dispositif hybride ambitieux qui, à peine lancé, commence déjà à transformer les pratiques pédagogiques dans les écoles primaires ivoiriennes. À Cochrane 3, l'école devient un lieu d'apprentissage interactif, de partage et de progrès pour chaque enfant. Un reportage signé Sephora Zegui et Richard Vao. Pour le bonheur des habitants de Sébayalé, la société coopérative Sokamea et Dianoisé de Mans vient d'offrir 3 bâtiments neufs à l'école primaire publique de ce village de Sébayalé, sous-préfecture de Bonnet, département de Biankouma. On va voir cela avec Siaka Kone et Maxwell Lozo. 3 bâtiments composés de salles de classe, de bibliothèques et de bureaux de directeurs offerts à l'école publique de Sébayalé dans la sous-préfecture de Bonnet, département de Biankouma. C'est un geste de la coopérative Sokamea et Dianoisé de Mans, dont l'objectif est d'offrir les meilleures conditions d'études aux élèves. Nous offrons cette école à la communauté et nous souhaitons aussi que les parents, le corps enseignant puissent prendre soin de l'école. Nous l'avons fait gratuitement pour donner à la communauté, afin que les enfants des producteurs qui partent au champ, qui n'ont pas droit à l'école, puissent bénéficier de l'enseignement et de l'éducation. Pour les parents d'élèves, cette initiative de la coopérative va motiver les élèves au travail, signe d'une relève assurée. Cette initiative est la bienvenue. Nos enfants ne partaient pas à l'école et vu la construction de cette école, je pense que l'éducation va prendre de l'évolution dans notre localité.
Coopérative Sokamea est dit à Noisé dans sa politique de développement entend construire des pompes villageoises à Gourané, Yakiale, Ziondie afin d'offrir de l'eau potable dans ces localités de la région du Tongpi. Les éco-gestes, ce sont ces comportements écologiques qu'il nous faut tous adopter en vue d'un développement durable. L'ONG Étoile d'Amour, qui est en pleine campagne de sensibilisation, a abordé récemment la question avec les élèves du lycée technique de Cocody, avec bien entendu le soutien du ministère de l'Environnement. Astou Touré, Eugène Atoubé, reportage. Le lycée technique d'Abidjan, un cadre verdoyant, propre et gai qui montre tout son respect pour l'environnement. Dans cet établissement, enseignants, personnel et élèves partagent les mêmes valeurs, travail, respect et éco-responsabilité. On n'abîme pas la pelouse, on leur montre le respect de l'environnement, on en parle tous les lundis au salut aux couleurs. Donc nous menons ce genre d'action. Et il y a des conférences aussi sur faux. C'est dans ce décor qui donne envie que les élèves accueillent l'atelier de sensibilisation portant sur la lutte contre le changement climatique et les gestes de protection de l'environnement. Sur le thème, ils impressionnent par leur connaissance. Les changements climatiques sont causés par les actions de l'homme sur l'environnement qui ont des conséquences graves qui détruisent la planète. Pour lutter contre les changements climatiques, nous avons décidé de planter des arbres dans notre école et de sensibiliser tout le monde sur le phénomène de changement climatique. Au foyer de l'établissement, des diapositives avec commentaires sont présentées aux élèves. Dr Kone Bamba Tencho, experte en environnement au ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, explique les causes et conséquences du changement climatique, la lutte menée au plan international, les réflexions sur la question à l'exemple de la COP16 à Bakou, en Azerbaïdjan, et l'engagement de la Côte d'Ivoire. Les populations, dans leurs diverses composantes, sont appelées à jouer leur partition et les résultats obtenus incitent à l'optimisme. Nous avons appris aux élèves qu'il était primordial pour donc remédier au phénomène des changements climatiques, d'adopter les bons gestes au quotidien. Et ces bons gestes-là, ce sont des éco-gestes. Des éco-gestes que chacun de nous peut appliquer pour pouvoir justement protéger notre environnement, protéger notre planète. Les sensibilisations que nous faisons actuellement participent au développement durable. Nous sommes fiers parce que nous savons que nous avons contribué quand même à attirer l'attention des élus dans le choix de leurs décisions concernant l'environnement de leur localité. L'ONG Étoile d'Amour, en partenariat avec le ministère de l'Environnement, va sillonner plusieurs villes de Côte d'Ivoire dans divers établissements scolaires pour la sensibilisation des élèves à l'adoption des comportements et gestes éco-citoyens au nom de la protection de l'environnement. Un reportage signé Eugène Atoubé et Astou Soro. La CONASU, Coalition nationale pour le sursaut, région du Gontogo, s'emploie à ce que la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire soit totalement apaisée, et cela à travers le renforcement de la cohésion sociale. La coalition vient donc d'organiser une conférence et des activités sportives pour renforcer l'unité au sein des différentes communautés de la région. La correspondance d'Herman Niamia. Une conférence placée sous le thème « La cohésion sociale, un impératif pour une nation forte et unie », suivie d'une rencontre sportive symbolique opposant deux équipes composées de membres de partis politiques et de la société civile. La coordination régionale de la coalition nationale pour le sursaut CONASU organise ainsi sa première activité dans la région du Gontogo. Cette initiative vise à prévenir les conflits à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Nous voulons avoir des élections apaisées en Côte d'Ivoire, nous voulons avoir des élections sans violence, nous voulons avoir des élections où des jeunes, où des femmes, où les leaders politiques seront vraiment responsables, seront des personnes qu'on pourrait vraiment dire que voilà, en Côte d'Ivoire, les élections se sont déroulées dans la paix, dans la quiétude. Le secrétaire général de la préfecture de Bondoukou a salué cette initiative avant d'exhorter l'ensemble de la population à s'impliquer dans les actions de sensibilisation pour une période électorale apaisée dans le Gontogo. Les tensions, aussi minimes soient-elles, doivent être prévenues par des actions concertées et des cadres d'échange
comme celui qui nous rassemble ici aujourd'hui. Ce genre d'activité nous rappelle que la construction d'une nation forte nécessite l'effort de chacun et le consensus de tous. Pour la CONASU, ces activités ne sont qu'un début. L'organisation ambitionne de faire de Bondoukou un modèle de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, au Tchad, le retrait des forces armées françaises se poursuit avec la base militaire d'Abéché. La troisième ville la plus peuplée du pays a souffert durant la colonisation française et ses habitants voient donc d'un très bon œil le départ de l'armée française. La cérémonie de remise des clés est prévue ce samedi dans l'après-midi après la rupture décidée par les autorités tchadiennes le 28 novembre dernier des accords de coopération, de défense et de sécurité. Le départ des présentes sur le pays s'est très vite déclenché. Décollage des avions de chasse de la base d'Adjikosei le 10 décembre dernier, évacuation de la base de Faya dans la foulée et désormais c'est au tour de la base d'Abéché d'être libérée. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la revoir sur les www.rti.ci, mais n'oubliez pas, on se retrouve demain 13h pour le grand journal du dimanche.